nous voilà partis pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour tenter de décrypter l'incertaine et riche actualité, parfois politique, souvent économique et surtout financière sur le plateau de Smart Bourse avec un CAC 40 qui évolue actuellement dans le rouge en recul de 0,95% à 6028 points. Nous avons le plaisir ce soir d'être accompagnés par trois experts. Louis Defels est avec nous tout d'abord. Bonsoir Louis Defels. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes directeur général responsable de la gestion collective chez Gay-Lussac Gestion. À vos côtés également Pierre Bismuth. Bonsoir Pierre Bismuth. Bonsoir Nicolas. Bienvenue également sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes directeur général et responsable des gestions de Myria AM et nous avons le plaisir d'être accompagné également par Vincent Ganzi. Bonsoir Vincent Ganzi. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur de la stratégie d'investissement de Cholet Dupont Oudard. Alors messieurs, on va commencer par se poser cette question que tout le monde se pose, cette question de la récession. Alors j'ai pas forcément envie de vous demander si la récession fait partie de vos scénarios, même si j'ai une petite idée de la réponse, même si on n'en a pas parlé avant. J'ai envie de vous poser la question autrement. On va commencer par vous, Louis Defels. Quand on regarde les statistiques, que ce soit le climat des affaires calculé par la Fed de Richmond, la Fed de Dallas, l'indice du Conference Board ou plus récemment la contraction un peu plus forte que prévu du PIB de l'économie, du PIB américain au premier trimestre, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la récession ne serait pas déjà là ou au moins dans les esprits ? Alors, concernant la récession, je pense que c'est vraiment un terme très journalistique ou pour les journaux pour faire peur un peu particulier. Vous savez que ce qui est plus important, c'est le reflet de la croissance des bénéfices par action qui est le fruit de la bourse. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que récession ou pas, le plus important, comme vous venez de dire, c'est l'indice du consommateur qui est au plus bas. Pourquoi ? Parce qu'on a encore vu des chiffres d'inflation qui étaient très élevés et même si le dernier chiffre de l'Allemagne tout à l'heure était inférieur à l'attente, une tendance ne fait pas, un mois ne veut dire pas de compléter une tendance. Et ce qui est très important, c'est de voir, c'est que le consommateur lui est impacté parce que forcément les salaires en Europe ne suivent pas du tout aussi vite que l'inflation. Donc c'est vrai que le pouvoir d'achat réel baisse n'a jamais autant baissé depuis autant d'années. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on y arrive, les grands groupes américains s'amusent à faire des probabilités sur la récession, on est passé 30 à 40 à 50%. Les grands groupes, la Fed aussi, les différentes Fed aux États-Unis, c'est le terme aujourd'hui qui agite les marchés financiers et tous les commentateurs, effectivement, c'est vrai. Je pense que le plus important, c'est vraiment l'inflation. On le voit tout de suite, même aujourd'hui, quand je suis l'inflation, finalement, l'Allemagne un peu mieux, tout de suite, le marché remonte. Et c'est vrai que la vraie question qu'on va savoir, c'est quand est-ce qu'on va avoir le pic de l'inflation ? On pensait que c'était déjà il y a quelques mois, on a vu que finalement les États-Unis sont sortis bien plus fort que prévu. C'est ce qui nous a fait fortement chuter sur le mois de juin. Et nous, on continue de penser, en tout cas chez Gay-Lussac Gestion, que le pic de l'inflation va être trouvé autour de cet été. On voit déjà qu'autour de l'inflation sur les biens, ça c'est quand même assez calmé, notamment sur la politique de l'offre. C'est plutôt, donc je vous rappelle, l'inflation, les biens, c'est plutôt 40% dans la composition de l'indice, et c'est plutôt les services qui ont repris le relais, notamment par la réouverture de l'économie, dans l'hôtellerie, le tourisme, etc. Et nous, on continue de penser que, en effet, les Français, les Américains ont beaucoup d'épargne, ont puisé dedans, ils vont partir en vacances, ça, tout va bien se passer. Mais ce qui est très compliqué, c'est pour ça que je pense que, il va peut-être avoir ce pic cet été, et derrière, avec une demande qui va ralentir et une politique d'offre qui ira mieux, nous, on continue de penser que les pics de l'inflation vont arriver. D'accord. Et que mais à horizon quoi ? 1 mois, 3 mois, 6 mois, on est capable de... C'est compliqué. Oui. Certes, l'inflation va durer plus longtemps que prévu structurellement, parce qu'il y a encore l'alimentaire et aussi les salaires qui vont être encore un peu plus élevés. Je veux dire, l'alimentaire aussi, pendant le coût de l'énergie qui vont rester plus élevés. Mais il y a quand même pas mal de facteurs comme positifs sur l'inflation qui sont plus conjoncturels, qui vont rebaisser. Donc on voit les congestions, les coûts de fret comme ça qui commencent à baisser, avec la Chine qui commence à aller mieux. Et vous allez voir que le prix des biens finis vont commencer aussi à baisser. Donc il y a quand même des choses assez positives dessus. Et donc, on pense que le pic des taux, vous savez, des taux d'intérêt qui sont remontés, on a eu un pic, je crois, à 3,40 quasiment aux États-Unis. Il y en a plus de 2% maintenant en Europe. Donc, on continue de penser qu'on n'est pas loin des plus hauts. D'accord. Et que peut-être, une fois qu'on aura ce pic, ça va faire du bien, en tout cas, au marché action. Donc, nous, on continue de penser que, d'ici peut-être la fin d'été, récession ou pas, pour répondre à votre question, nous, c'est pas ça ce qu'on regarde vraiment. C'est, je pense que le marché est vraiment axé dessus. Ça donnera un signal d'achat et on pourra enfin, à ce moment, revenir vers les sociétés de qualité qui ont été un peu massacrées depuis le début de l'année. Non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, ce que vous nous décrivez à un moment de
tension qui ne durerait encore que quelques mois avant une détente du coup sur les taux obligataires ou sur l'inflation ou même sur les marchés financiers, si je vous suis. Mais le sujet d'une récession technique ou profonde, du coup enclenchée par une baisse de soutien monétaire de la Fed, par exemple, à un rythme trop fort, n'est pas un sujet d'inquiétude chez vous? Si, ça peut être une inquiétude, mais comme vous avez compris, c'est que la Fed, qui devait augmenter ses taux de 50 points de base, a augmenté finalement de 75 points de base. Pourquoi ? Parce qu'elle est très data-driven. Elle a vu que finalement le taux d'inflation était beaucoup plus fort, donc elle a ajusté. Donc si, pendant cet été, on l'a vu avec l'Allemagne, c'est qu'un chiffre, il faut faire attention, on voit qu'il y a une tendance qui commence à ralentir par les effets de base, par les différents éléments techniques qu'on a expliqués, peut-être qu'à ce moment-là, les banquiers centraux adouciront leur politique et vous verrez que les taux bas ralentiront. Et c'est pour ça, même peut-être récession tactique ou pas, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois ce pic devant nous, peut-être moindre de hawkishness, comme on dit, des banquiers centraux, et ça pourrait peut-être libérer le marché. Parce que ce qui est très compliqué, c'est qu'aujourd'hui, le marché anticipe énormément. Rappelez-vous, on a encore le 4e trimestre 2018 dedans, la crise du Covid avec les forts rebonds. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a cette inertie. C'est que le marché commence à anticiper beaucoup. Il y a quelques petits bear market rally que l'on a. Mais c'est vrai que il y a une certaine inertie, ça continue de baisser doucement. Et c'est vrai que je pense que tant qu'on n'a pas encore atteint ce pic d'inflation, ça va continuer de baisser. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on interroge les différentes personnes sur le plateau, tout le monde est extrêmement noir, tout le monde attend la récession, tout le monde dit que c'est la fin du monde, oui, etc. On parle de promesses, de certitudes, enfin, moi, c'est ce que j'entends régulièrement. Mais voilà, le S&P quasiment, je ne sais plus combien il est en baisse, quasiment 30, non, ça c'est 20% de baisse. 18, ouais, quasiment 20%, c'est le Nasdaq qui est en baisse de 30. Bon, ça peut continuer un peu plus bas. C'est vrai qu'après, on pourra parler aussi des bénéfices par action qui n'ont pas encore été révisés à la baisse. Je pense qu'avec la publication qu'on va voir au mois de juillet, il y aura pas mal de warnings, il y en a eu déjà beaucoup, ça va être révisé à la baisse. Et voilà, le travail sera fait. Mais je continue de penser que c'est toujours l'inflation et pas forcément le mot récession qui va driver le marché. Mais en effet, c'est vrai qu'on se trompe beaucoup tous sur cette fameuse inflation. Mais espérons que là, le chiffre de l'Allemagne soit une tendance. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Et c'est vrai que si la tendance revient bas, clairement, je pense que ça donnera un peu un support sur les valorisations et sur certaines sociétés qui ont déjà fortement corrigé. Vincent Genzi, alors effectivement, je rappelle que le terme récession, qu'on utilise tous beaucoup, c'est 2 trimestres consécutifs de croissance négative. Ça ne veut pas forcément dire crise profonde. Après, effectivement, chacun a sa vision. J'ai entendu des scénarios plus noirs que celui que vous nous décrivez. Mais pour vous, le sujet récessif, épisode récessif, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, est une source d'inquiétude dans vos scénarios de marché ? Je crois qu'en tout cas, les investisseurs ont clairement tourné la page. Aujourd'hui, le risque le plus important, ce n'est pas celui de l'inflation. Le risque aujourd'hui, c'est l'ampleur du ralentissement économique et ou de la récession. L'inflation reste le sujet d'actualité des banques centrales et aussi des marchés. Mais compte tenu de la réaction des banques centrales depuis quelques semaines, l'ensemble des acteurs a bien compris que les banques centrales allaient aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort pour calmer cette inflation. Et donc, d'une manière ou d'une autre, le pic de l'inflation, on l'aura. On reviendra à un niveau tolérable. Est-ce que ce sera 2, 3, 4 ? Aujourd'hui, personne ne le sait et personne n'est capable de vous dire quand. Mais quand on regarde le comportement des marchés obligataires, aujourd'hui, la peur des marchés obligataires, ce n'est plus l'inflation, puisque les taux ont commencé à baisser. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas graduellement un petit peu plus haut, mais j'ai l'impression quand même qu'en termes de risque et d'intensité, la hausse des taux longs est probablement proche de sa fin, et la baisse des marchés actions, elle, est-ce qu'on a déjà vu le plus bas ou non ? Est-ce qu'on a totalement pricé la récession ou non ? J'en suis pas totalement convaincu. Mais c'est extrêmement difficile à évaluer parce que ça dépend des probabilités. Si vous mettez une probabilité de récession de 50%, 20% de baisse des marchés entre le plus haut et le plus bas, c'est pas mal. Si le marché doit pricer 100% de récession parce que dans les semaines et dans les mois qui viennent, on voit que le consommateur américain flanche un petit peu plus, qu'il y a une interruption de fourniture du gaz en Allemagne, que tout ceci crée des pénuries pour les industries qui sont obligées de fermer, etc., il est clair que la peur de la récession va être plus forte et qu'il y a un risque de baisse supplémentaire. Maintenant, il y a déjà beaucoup de pessimisme. On a tous en tête le modèle
de la voie étroite qui consiste pour les banques centrales à monter suffisamment les taux pour les relâcher quand on voit que la pression sur l'inflation diminue et arriver à faire un soft landing, c'est possible. Powell dit que ça va être un peu compliqué parce qu'il y a d'autres éléments que very challenging, il dit, ouais. Avec la Chine et avec l'Ukraine. Mais bon, tout le monde a envie d'avoir ce scénario et les marchés voient plutôt le côté optimiste que négatif. Donc ça explique qu'il y ait aussi des rebonds techniques. Bon, maintenant les marchés peuvent aussi se tromper, mais bon, il y a quand même un adage boursier qui dit que les marchés ont correctement anticipé 11 des 7 dernières récessions. Donc on se trompe aussi de temps en temps. Alors vous dites que vous avez évoqué un niveau effectivement qu'on accepterait finalement d'inflation si on reste vraiment sur ce sujet inflation. Alors justement, Christine Lagarde, elle s'est exprimée sur le sujet en disant, et on l'a eu tout à l'heure en résumé dans Tendance mon ami, que cette idée que revenir sur des niveaux d'inflation qui ont précédé avant la pandémie de Covid-19, c'était presque illusoire et qu'il fallait s'attendre à avoir des niveaux plus élevés. Ça veut dire qu'une inflation à 2% à court terme, ça reste illusoire si on entend ce que nous dit Christine Lagarde. À court terme, oui, ça c'est sûr. Et à moyen terme, peut-être plus. Ce qu'elle a voulu dire, c'est que au moment du Covid et en sortie de Covid, on a eu des inflations qui étaient encore compris entre 0 et 1% en Europe. Là, ce qu'elle nous dit, c'est que ce niveau de non-inflation, aujourd'hui, on l'oublie. Et on aura effectivement une inflation un peu plus forte que ce que l'on avait auparavant. Je pense que l'objectif, dans sa tête, c'est quand même de revenir à 2% et qu'elle pense qu'on peut y arriver. Ce qui est plus gênant, c'est qu'on risque d'y arriver, mais au prix d'un ralentissement très prononcé. C'est aussi ce que dit Jérôme Powell. Powell dit, tant que je n'ai pas vaincu l'inflation, il y a un risque pour la croissance, et je préfère avoir une croissance qui ralentit un petit peu, partant d'un point très élevé, plutôt que l'inverse. Je ne veux pas laisser un régime inflationniste durablement élevé s'installer. Sachant que les rythmes ne sont quand même pas les mêmes pour la Fed et la BCE, et les réalités économiques des territoires que sont les États-Unis ou la zone euro ne sont pas les mêmes non plus. Donc est-ce que le terme récession révèle la même réalité dans les deux cas? Non. Écoutez, les États-Unis ont eu un trimestre de croissance négatif un peu exceptionnel pour des raisons très, très particulières. Le deuxième trimestre devrait être positif, mais on a bien eu une surprise au premier. Donc si ça se trouve, dans 3 semaines, on se dit, tiens, il y a eu une récession de 2 trimestres aux États-Unis. Je ne crois pas que ce soit le plus important, comme le disait lui. Il y a aussi derrière l'aspect bénéfice et marge des entreprises qui est très important. Quant à l'Europe, c'est une mosaïque. Donc, on peut très bien avoir un ou l'autre des pays européens en récession technique ou avoir, même au niveau européen, une activité qui tangente les zéros. Bon, alors on va y venir. C'est plutôt, quand on y sera, ce sera plutôt une question après de se projeter, de voir si c'est le début d'un mouvement plus fort ou si c'est juste un atterrissage en douceur. Et si effectivement on a eu entre-temps un changement de discours des banques centrales à l'automne parce que l'inflation commence enfin à reculer, je pense que les marchés seront encouragés par le fait que, l'inflation reste élevée, mais elle ralentit, et donc les banques centrales vont être vigilantes à ne pas casser la croissance. Powell a dit quelque chose d'assez remarquable tout à l'heure. Il a dit, mon but, c'est de ralentir l'activité pour rééquilibrer l'offre et la demande. C'est pas d'arriver en récession, évidemment. C'est tellement compliqué qu'il ne va pas s'engager sur le fait qu'il va éviter la récession. Mais il met bien l'accent sur les choses importantes. Rééquilibrer l'offre et la demande. Pierre Bismuth, alors effectivement, j'ai compris effectivement que la récession n'est peut-être pas le cœur du sujet, peut-être un commentaire dessus, avec peut-être un ajout, c'est le sujet Chine. Donc la Chine qui rouvre partiellement son économie, en tout cas qui impose des délais de quarantaine un peu plus restreints qu'avant pour les étrangers. Et alors quand j'entends moi les scénarios qui pour le coup promettent une récession, il y a quand même ce sujet Chine qui amène un certain optimisme pour apporter un peu de croissance mondiale et donc permettre un soft landing ou en tout cas un atterrissage en douceur pour le dire en français. Est-ce que déjà ce scénario récession, vous dites également que c'est pas forcément le sujet principal aujourd'hui? Et 2, est-ce que la réouverture de l'économie chinoise peut aider justement à éviter quand même une récession, qu'elle soit technique ou non? Alors, sur le sujet récessif, moi je pense que les marchés voudraient voir une récession, mais auto-réalisée. C'est-à-dire que les banquiers centraux ne soient pas obligés de provoquer une récession, ce qui permettrait finalement à l'inflation de se calmer de manière assez naturelle. Et effectivement, on est plutôt en croissance soit négative, soit nulle, et ça de part et d'autre de l'Atlantique. Donc, est-ce qu'on est en récession? Probablement, ou en tout cas, si on n'est pas en récession, on est vraiment en activité, on va dire, complètement plate, en tout cas sur les 2
trimestres les 2 premiers trimestres de l'année. Donc on a ça aux États-Unis, donc on part avec un moins 50. Donc si on va faire la somme des 2 trimestres, on sera probablement négatif. Donc, alors, est-ce que c'est une récession? Non, c'est pas 2 trimestres consécutifs négatifs, mais on est probablement en récession. En Europe, on voit bien que les chiffres de croissance, c'est 0. Et ce qu'on va annoncer finalement sur l'année, c'est en gros l'acquis de croissance qu'on a depuis l'année dernière. En tout cas, si on anticipe un peu les chiffres qui vont nous arriver. Donc pour moi, la récession, on y est, ou c'est quasi. Et en fait, je pense que le marché, et d'ailleurs on le voit sur la réaction des chiffres américains, en fait, il y a un petit soulagement au fait qu'on se dise on est encore enfin dans un scénario bad news is good news. Donc les taux commencent à baisser parce que finalement l'inflation elle a l'air de passer son pic aux États-Unis, mais on sait bien que tout ça est très très dépendant des prix de l'énergie et que bien malin celui qui pourra annoncer le chiffre de l'inflation en juin, juillet, août prochain aux États-Unis. Mais là où les États-Unis ont quand même un avantage compétitif énorme, c'est qu'ils n'ont pas besoin du gaz russe. Donc eux, ils sont plutôt indépendants d'un point de vue énergétique. Donc si on se projette sur les États-Unis en fin 2022, voire 2023, en fait, ils ne sont pas du tout dans la même situation que l'Europe. Ils ont une situation de plein emploi. C'est pour ça d'ailleurs que la Fed n'hésite pas à monter ses taux de 0,75%. Parce que finalement, en fait, la réalité du consommateur américain ou même de l'employé américain, c'est qu'il y a des offres d'emploi partout, qu'il peut trouver un emploi, on peut se faire virer et retrouver sans passer par la case chômage. Donc, je pense qu'on n'est pas du tout dans le même scénario. En Europe, là, quand même, on a pas mal d'épées de Damoclès. Alors, nous, on a effectivement, avec la guerre en Ukraine, une croissance absolument nulle. Voilà, bien sûr, avec un taux d'inflation hyper élevé. Alors, est-ce qu'on a passé le pic ou pas? En tout cas, on est sûr qu'en France, on ne l'a pas passé, puisque l'INSEE prévoit un chiffre d'inflation à 6,8% à la fin de l'année. Donc, comme on est à 5,2, et malgré en fait un plan Macron à 50 milliards pour essayer de juguler l'inflation française. Donc, on va voir les chiffres européens, mais je pense qu'on est très loin du pic d'inflation. Et surtout, en fait, on ne peut pas le prévoir en Europe. C'est ça qui est vraiment compliqué, parce que tout va dépendre de ce qui va se passer en hiver. Et si on n'a pas accès aux sources d'énergie alternatives au gaz russe, alors là, on va avoir vraiment la mosaïque dont parlait Vincent. C'est vraiment, on va avoir l'Allemagne qui va fortement flancher. Et donc, on peut avoir un scénario beaucoup plus noir sur la zone euro. Aux États-Unis, je pense que Powell, il essaie de rééquilibrer. Est-ce qu'on va arriver à faire un soft landing? On verra bien. Mais en tout cas, ils ont quand même beaucoup plus de cartes en main de ce côté-là de l'Atlantique que nous, avec cette crise en Ukraine et on l'a vu avec les précédentes crises géopolitiques. On a des crises alimentaires à venir sur le continent plutôt africain, voire asiatique. Bien sûr, oui. On voit bien que si on a une crise migratoire, c'est tout ce que l'Europe va fortement crisper. Donc, à mon avis, c'est vraiment deux choses et deux dynamiques différentes. Et on est sûr que la BCE va devoir remonter ses taux plus haut que 0,25. Je rebondis sur le sujet énergétique avec vous, Louis Defels. Vous avez évoqué tout à l'heure le sujet effectivement des multiples et des valorisations des entreprises. Alors, il y a un questionnement quand même sur la saison des résultats qui arrive, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, mais peut-être un petit peu plus particulièrement en Europe. Si on fait le lien avec les tensions énergétiques, c'est de se dire, est-ce que les analystes ou même les entreprises ont suffisamment anticipé l'impact du coup des prix énergétiques sur le trimestre à venir. Première question. Et deuxième question, c'est que vont nous annoncer ces entreprises vis-à-vis des trimestres à venir si jamais on doit se retrouver avec un fort choc énergétique cet hiver. Donc là aussi, on a des questionnements encore en suspens pour cette fois-ci. Oui, non, c'est assez vrai. C'est vrai que c'est quand ça se passe, les analystes sell-side révisent toujours beaucoup trop tard à la baisse et beaucoup trop en retard aussi quand ça repart à la hausse. C'est assez classique parce qu'ils ne peuvent pas deviner non plus, avoir une boule de cristal, ce qui va se passer. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'on voit pour 2022, la croissance du consensus, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, est quasiment encore à 2 chiffres, donc bien aidé par le secteur énergétique. Mais même quand on le retire, on est encore en croissance positive.
On voit qu'il y a Goldman Sachs qui récemment est passé à 0 de croissance pour 2023, donc on voit que le travail commence à être fait. Et je pense qu'il y aura un gros travail de fait sur les publications de mois de juillet et de septembre, lorsque la plupart des sociétés auront publié. Et elles vont peut-être affiner leur guidance, parce que se rappeler, en T1, elles ont toutes utilisé le prétexte de la guerre russe en disant « Oh là, je ne donne pas de guidance ». Là, elles vont être un peu obligées de le faire. Et c'est sûr, je pense qu'à ce moment-là, il y aura des coupes drastiques. Bon, il y a quand même pas mal, ça a été quand même pas mal anticipé. Mais clairement, ce qu'il faudra vraiment regarder aussi, c'est que sur le T1 et une partie du T2, on va dire que le consommateur est encore bien tenu. Il tiendra peut-être encore bien, comme je disais tout à l'heure, pour cet été sur la partie service. Mais pour la partie bien, en tout cas pour la marge des sociétés, je pense que c'est à ce moment-là, parce qu'elles ont eu pas mal de pricing power, et on a vu pas mal de sociétés qui ont fait des warnings, qui commencent à dire trop tard, là, on va avoir plein de stocks. On a encore vu Nike il y a quelques jours qui a beaucoup de stocks, notamment en Chine, avec la problématique. Ils vont devoir faire des rabais. C'était la problématique de Walmart et aussi de Target. Et donc là, on va pouvoir commencer à avoir peut-être la fin, rappelez-vous, du pricing power. Parce que quand il y avait une problématique d'offre, vous vouliez tel carrelage, telle chose, c'était passé au consommateur final, c'était fini. Mais sauf qu'aujourd'hui, on augmentait les prix. Et puis on augmente les prix. Mais je ne sais pas si aujourd'hui vous avez refait des travaux chez vous récemment. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est monté beaucoup trop cher, beaucoup trop fort et avec un délai beaucoup trop long. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont arrêtés. Et si cette demande, on parlait tout à l'heure, se met à ralentir au moment où la politique d'offre va arriver, clairement, ça va impacter les marges des entreprises. Il y aura peut-être moins ce pricing power qu'il y a eu. Et à ce moment-là, les business par action vont enfin chuter. Peut-être que le consommateur sera moins là. Mais voilà, donc nous, c'est un peu ce qu'on attend. Donc c'est vrai que les biens, on va dire la consommation, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, c'est une grosse composante du PIB. Donc est-ce que T3, T4, ça sera un peu plus compliqué? Est-ce qu'on aura cette fameuse récession technique dont on parle? Mais clairement, quand vous regardez la consommation discrétionnaire, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, c'est un des secteurs les plus massacrés depuis le début de l'année. Donc le marché anticipe énormément. Donc c'est cette fameuse inertie qu'il y a. Mais clairement, le travail n'a pas encore été fait. Et de toute façon, le travail n'est jamais fait. Le marché rebondit toujours avant, une fois que le travail est fait. Donc c'est ça ce qui est de question, c'est cette question de timing qui est toujours hyper dure, qui va dépendre de beaucoup de choses, des croissances bénéficiaires, des guidance et aussi, comme on disait tout à l'heure, de l'inflation. Moi, je continue de penser que quand l'inflation va se calmer, le marché va anticiper et rebondir par une moindre pression des banquiers centraux. C'est vrai que l'inflation n'est pas la même qu'on a dit aux États-Unis et en Europe. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, à partir du 4e trimestre, l'inflation devrait quand même pas mal ralentir par le choc immobilier. Rappelez, l'immobilier a pris plus de 20% l'année dernière avec les taux hypothécaires. Aujourd'hui, quand vous êtes aux États-Unis, pour le même bien un an avant, vous avez des mensualités qui sont quasi le double. Donc je pense qu'aussi aux États-Unis, ça va en calmer pas mal sur le prix immobilier. Et c'est vrai que les boosts de l'inflation qu'on a eu depuis 6 mois aux États-Unis sont pas mal venus aussi des prix de l'immobilier. Donc voilà, donc tout ça, ça va. C'est pour ça que j'ai du mal à être trop noir, à part si bien évidemment il y a des signes noirs qui font que ce ralentissement, on a vu des choses cachées encore comme on pouvait avoir, que ça fasse l'effet un peu domino, mais c'est beaucoup trop tôt pour le dire, c'est pas tous nos scénarios. Donc voilà, c'est pour ça que... Sur la saison des résultats à venir, par exemple, vous n'êtes pas si pessimiste que ça, même si ce serait donc ou dû finalement à une dynamique venue de 2021 encore, ou même simplement parce que on va pas s'attendre à des révisions à la baisse ou des profit warnings en série. Ça dépend vraiment. Je pense que pour les parties bien industrielles, tout ce qui est partie Covid, attention, parce qu'il y a des effets de base très compliqués. On a vu pas mal de sociétés dans tout ce qui est textile, c'était très compliqué. On a vu sur Zalando, sur Azos, tout ça, c'était un massacre. Mais voilà, à la limite, c'est déjà dans les cours. La partie service, elle, repart bien. Tout ce qui est dans les services informatiques, ils ont du vrai pricing power, c'est bien. Donc voilà, il va falloir faire un peu son choix de stock picking. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire... Rappelez-vous, au premier trimestre, il y a plein de sociétés qui ont largement battu le consensus et les titres chutaient. Prise de bénéfices. Là, on peut espérer, je ne sais pas si c'est encore le T2 ou peut-être un peu plus tard dans l'année sur le Q3, quand on les aura peut-être en octobre-novembre. Là, le point bas sera atteint et je pense que le marché aura déjà rebondi avant. Donc, c'est qu'une question de timing et surtout d'inertie. Puisque voilà, malheureusement, on attend tous, peut-être, comme vous dites très justement, que la récession arrive pour que voilà, on passe à autre chose. Et malheureusement, on n'est que fin juin, on arrive bientôt en juillet. Donc, chaque mois, cette fameuse inertie. Donc voilà, on fait encore le dos rond, peut-être que voilà, on va retomber sous les 6000 sur CAC 40, c'est très probable. Mais à la limite, tant mieux, mais comme tout le monde l'attend, on n'est pas à l'abri non plus d'un rebond peut-être cet été, et peut-être une rechute plus tard, c'est très difficile de savoir quand.
Vincent Genzi, ouais, sur justement cette saison de résultats ou même les multiples pricés par le marché aujourd'hui. Je crois qu'il est très difficile de généraliser au niveau des indices, parce que tout va vraiment être très stock spécifique, très company spécifique. Il y a eu des warnings chez les distributeurs, chez des producteurs de textiles. Il y a eu aussi des warnings chez Kingspan qui fait des matériaux de construction. Donc, à mon avis, on va probablement avoir un petit peu plus de warnings, et les sociétés qui voient quand même l'environnement évoluer avec plus de stock probablement, et une capacité à faire passer les prix beaucoup plus difficile que par le passé, parce que la demande est un peu moins forte. Donc je pense qu'on va avoir quand même des warnings. Est-ce que ça va décevoir le marché, comme le disait lui? C'est pas évident, parce que les sociétés les plus cycliques ont effectivement déjà beaucoup baissé. On aura peut-être des déceptions sur des titres qui n'ont pas trop mal tenu et qui font un warning. Imaginez un warning d'Air Liquide, c'est peut-être pas dans les cours. Je ne dis pas qu'il va le faire, évidemment, mais ça va vraiment dépendre des secteurs et des valeurs. Je pense que c'est très compliqué. Quant à l'ajustement des valos, on a eu déjà une très forte baisse des multiples. On est passé de multiples de plus de 25 à moins de 15, grosso modo, aux États-Unis ou en Europe. Ce n'est pas tout à fait les mêmes de part et d'autre de l'Atlantique. Mais on a déjà eu une belle compression des multiples. Si les taux, effectivement, reste dans les niveaux actuels, que la progression des taux longs s'arrête, je pense que la phase de compression des multiples est sans doute derrière nous. Après, ce qui va être difficile à ajuster et à mettre en œuvre, c'est effectivement le travail d'ajustement des résultats à la baisse. Comment on va l'intégrer, alors ce qui devrait être mauvais pour le marché, alors qu'au même moment, effectivement, on aura peut-être une petite remontée des PE. Donc c'est ça qui peut éventuellement faire remonter les marchés d'ici la fin de l'année, c'est que malgré une révision des résultats, et c'est vrai à chaque récession ou à chaque événement un peu dramatique, les analystes forcément révisent beaucoup trop tard. Donc je pense qu'effectivement, les marchés pourraient passer au travers de ça. Donc ça nous laisse relativement confiants pour une fin d'année où les indices pourraient probablement rattraper une bonne partie du chemin. En revanche, il faut quand même commencer à réfléchir à une option un peu plus longue de quelle va être la croissance potentielle, quelle va être la croissance potentielle des résultats des entreprises dans un univers où il y aura durablement un petit peu plus d'inflation, un petit peu moins de pricing power, une croissance également un petit peu plus faible, et une incertitude sur l'énergie aujourd'hui quand même. Et une incertitude sur l'énergie qui va peut-être pas trop peser sur l'inflation, parce que là, les bases vont devenir forcément plus favorables, mais elle va peser sur la consommation, sur le pouvoir d'achat des ménages, notamment aux États-Unis, où là, il n'y a pas l'amortisseur de la fiscalité. Donc, les ménages américains sont très très sensibles au prix de l'essence, et généralement, le prix de l'essence a toujours été un bon indicateur d'un ralentissement économique. Donc, au-delà de cette année 2022, sur 2023 et 2024, il ne faut pas non plus s'attendre à forcément des rebonds de marché colossaux, parce qu'on risque d'avoir des capacités bénéficiaires, là aussi les banquiers centraux commencent à le dire, une profitabilité un petit peu plus faible. Donc on est peut-être en train de changer un peu de monde. On a connu une décennie depuis 2009 de forts rebonds des marchés avec quand même déjà beaucoup de volatilité. On a peut-être devant nous une période de croissance des marchés beaucoup plus faible, arrivé par une croissance des résultats plus faible, avec toujours de la volatilité, puisque les banques centrales vont continuer à retirer des liquidités. Pierre Bismuth, sur ce nouveau monde qui s'ouvre à nous, effectivement, que ce soit Jérôme Powell ou Christine Lagarde, ils nous préparent un petit peu quand même à cette idée, et notamment d'ailleurs avec ce que nous disait Jérôme Powell, c'est-à-dire que si on, et c'est ce qui a l'air d'être le cas aujourd'hui, que si on se retrouve dans un redécoupage du monde en camp géopolitique et économique, du coup, il faut s'attendre à une croissance plus faible, et ça passe aussi par une croissance plus faible des entreprises, comme le disait Vincent Genzi. Oui, de toute façon, après, on a aussi on a pas mal de lois, et notamment en France, la loi qui m'intéresse beaucoup en ce moment, climat et résilience, sur la performance énergétique des logements. On sait très bien que la transition écologique va peut-être rapatrier des industries européennes, sur le sol européen, bien sûr. Localement, mais qu'il va y avoir forcément un coût supplémentaire à l'isolation des logements, aux nouvelles voitures qui vont progressivement prendre le pas sur les voitures diesel ou essence. Et en fait, c'est pas très intéressant ce que nous ont dit les banquiers centraux là-dessus, c'est que oui, rien que par l'effet de transition écologique, on va être dans un monde
plus inflationniste que précédemment. Mais parce que l'exemple justement de la transition énergétique des logements ou de changement de voiture, c'est quoi? C'est que ça vient peser sur le budget du consommateur, c'est ça? Et donc, Ou alors de l'État. Donc on va voir comment chaque État et chaque nation va s'en tirer. Mais on voit bien, pendant la campagne présidentielle, on a eu des idées où, justement, pour favoriser la transition écologique, on voulait faire un abonnement sur des voitures électriques plutôt que de posséder ces voitures. Mais en tout cas, on a un changement de plusieurs pans économiques à prévoir. Et ces changements vont soit peser sur le budget des ménages, soit peser sur le budget de l'État. Ce sera forcément sur le budget des ménages, parce que si c'est l'État qui prend en charge le coût de la transition, ce sera répercuté par de l'impôt ou des taxes à un moment donné. Et ça reviendra sur le budget des ménages, oui, bien sur sûr. les entreprises ou les ménages. Parce que si on était à des niveaux de 60%, si on était à 60% de dette, peut-être, mais vu les niveaux d'où on part, ça va être plus compliqué. Il faut voir le Japon. Oui, je sais. Bon, on peut aussi peut-être imaginer une transition énergétique sur laquelle on se donne un petit peu plus de temps. Mais alors justement, c'est pas tellement l'idée du moment. C'est plutôt inflationniste. Mais parce que sur ce sujet énergie, il y a deux choses. Il y a les craintes à court terme déjà d'avoir suffisamment d'énergie pour cet hiver ou l'hiver prochain et de voir toutes les entreprises fonctionner à allure normale. Et après, il y a ce sujet inflation énergétique, cette fois-ci en lien avec la transition énergétique et non plus avec l'approvisionnement qu'on pourrait avoir de la Russie. De toute façon, on voit bien que là, on est un peu à la croisée des chemins. Donc on a le court terme qui se télescope avec le long terme. Mais on imagine mal que les énergies fossiles baissent à terme, à moins d'un Deus ex machina sur la guerre russo-ukrainienne et que tout d'un coup l'OPEP ouvre les vannes alors qu'ils sont à une production pratiquement record. On voit mal. Oui, parce qu'ils n'ont pas la capacité de faire plus aujourd'hui. Ouais, voilà, on consomme 100 millions de barils par jour. En fait, voilà, on est peut-être à 99,8 ou 100,2. Mais si on est dans un monde en croissance et on n'aime pas la récession et on aime plutôt la croissance, ce serait quand même difficile d'envisager que les énergies fossiles sur les 10 prochaines années soient moins consommées dans cette période de transition. Donc en fait, donc le court terme est un peu, c'est dramatique à plusieurs niveaux, bien sûr au niveau de la guerre, et également l'impact énergétique qu'on a sur les pays, et notamment européens plutôt qu'aux États-Unis, encore une fois. Et à long terme, c'est vrai qu'on imagine mal comment on peut avoir une inflation à zéro alors que tout le monde va rentrer en transition et que on a les lois européennes qui rentrent en vigueur. Donc 2035, il n'y a plus de voitures thermiques. Thermique, merci. Donc Renault a déjà annoncé que ça sera en 2030 pour eux. Donc, forcément, on a quand même une rupture technologique qui va se mettre en place et des ménages qui vont devoir s'adapter. Et là, quand vous avez une adaptation d'une société, c'est forcément inflationniste. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, du coup, si on fait le lien avec les marchés financiers maintenant? On ne va plus que sur les valeurs vertes en lien avec la transition énergétique, du coup? Pas forcément, parce que là, c'est le temps long. Donc, en fait, malheureusement, si c'était une droite linéaire, on serait tous très, très riches et on ne se poserait pas les questions de savoir quel est le market timing et est-ce qu'on est en récession ou pas. Donc on voit bien que c'était un bull market incroyable en 2020. En 2021, les valeurs vertes ont commencé un peu à flancher. Et 2022, là, c'est un marasme total. Et justement, les seuls qui s'en tirent sont, pour faire le lien avec les bénéfices, c'est difficile d'avoir beaucoup de pétrole en portefeuille quand on est tous soumis à SFDR. Même si c'est des valeurs qui performent bien en bourse, pour le coup, les valeurs énergétiques, et notamment bien avec le pétrole aujourd'hui. Vous pouvez difficilement avoir un fonds pétrole SFDR 8. Louis Defel, c'est ce que vous regardez dans le contexte actuel? Parce que c'est vrai que ma question du coup sur les valeurs vertes était un peu plus, si je l'élargis un petit peu, c'est que dans le contexte actuel, quand on investit dans un contexte d'incertitude tel que je le décris, alors si je comprends ce que vous me dites, le risque est quand même plus ou moins maîtrisé ou en tout cas intégré par les marchés. Qu'est-ce que vous regardez, vous, dans le contexte actuel? Plusieurs choses pour le moment. Donc il est encore trop tôt, comme je disais tout à l'heure, pour revenir vers les belles valeurs de qualité croissance. Je pense qu'il faut attendre le pic de l'inflation pour revenir dessus, même si on voit que les taux se stabilisent. Et après, c'est très consensuel. Toutes les grandes stratégies disent qu'il faut avoir des valeurs défensives. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous regardez les différents ratios cycliques sur défensives, quand les marchés en risk-off, les valeurs cycliques ne chutent plus tellement tant que ça. Donc pareil, je pense que c'est encore trop tôt. C'est parce que les cycliques, souvent, il faut les acheter quand les PMI
manufacturés vont sous les 150. Là, on a eu des mauvaises surprises la semaine dernière. Je pense qu'on n'y est pas loin, ça va arriver peut-être dans les prochains mois. Et clairement, à ce moment-là, on va peut-être aussi pouvoir remettre certaines valeurs cycliques en portefeuille quand on aura touché les points bas de PMI, quand elles auront fait des warnings sur leur marge, elles reviendront à des niveaux de valuation élevés. C'est à ce moment-là, souvent, il faut racheter les cycliques. C'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre quand on dit, tiens, on va peut-être rentrer en récession, etc. Je pense que le mal a été fait sur beaucoup l'automobile. On n'a pas encore un portefeuille aujourd'hui, mais massacré. Mais pareil, je pense que dans les prochains mois, avoir un portefeuille un peu barbole, des valeurs de très forte qualité qui sont fait massacrer, où les PE sont revenus vraiment maintenant plutôt GARP, et des valeurs cycliques qui, elles, ont déjà été massacrées pour jouer peut-être l'éventuel futurs rebonds, parce que c'est pas mal qui ont été massacrés. Donc ça, c'est plus pour le niveau action. C'est que nous qui sommes aussi spécialisés sur les small et mid cap, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de rachats dans les fonds small et mid cap. Les investisseurs reviennent sur les small et mid cap? Non, pas du tout. Non, ils sortent. Oui. Ils sortent encore. C'était déjà sorti normalement en 2018, en 2020, c'est pas reflux. Les flux sont absolument pas là, donc au moins le marché suit la croissance des bénéfices par action. Et je crois que c'est aux États-Unis comme en Europe. Je crois qu'en PE relatif par rapport à large cap, on s'est jamais payé aussi peu cher. Mais bon, aujourd'hui, être pas cher ne suffit pas malheureusement comme coussin, parce que c'est une thématique de flux. C'est vrai que la thématique de flux est toujours négative. Donc pour le moment, pareil, on fait le dos rond, cette fameuse inertie dont je parlais tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe aussi sur le taux, même si on est une société action. Clairement, la BCE, en tout cas les Govies, rappelez, on a eu le plus gros crack sur les Govies qui s'est passé avec des taux négatifs qui sont quasiment passés à +2 quasiment en France, et notamment le fort écartement des spreads entre les pays, ce qu'on appelle les PIGS. C'est vrai que ça m'étonne que les journalistes n'ont pas réutilisé cette fameuse expression de 2012. Fragmentation maintenant. Voilà. C'est un nouveau terme. Voilà, moi je dis fragmentation. Mais voilà, on parle de fragmentation. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce qu'a commencé à dire Christine Lagarde et ses membres dans la dernière, incessamment, c'était il y a quelques heures et hier, c'est qu'elle allait tout faire pour éviter cette fragmentation, mais ce qui est intéressant, c'est en stérilisant. Vous savez que normalement, et c'est pour ça que c'est pas forcément bon pour les banques, parce que normalement, quand on va avoir des coupons qui vont tomber, normalement, elle allait les refinancer auprès des banques, et ces 100 millions, par exemple, c'est 6% qu'elle allait refinancer aux banques, elle va les reprendre pour aller acheter de la dette, par exemple, d'Italie ou du Portugal. Donc comme ça permet de faire baisser les taux, donner la liquidité pour les Govies, donc des pays, on va dire, d'Europe du Sud, tout en gardant un bilan égal. Et donc ça, je trouve que c'est assez intelligent. Donc là, il y a les prochains mécanismes qui vont être affinés. Et je pense que, acheter peut-être des Govies aujourd'hui sur les périphériques ou les pays du Sud, c'était peut-être encore assez risqué il y a quelques jours, mais je pense que ça peut pas être une mauvaise idée, même si nous on est plutôt action chez nous. Vincent Genzi, justement, est-ce le retour de l'obligataire, je ne sais pas si on peut parler de retour, mais en tout cas, est-ce que ça devient une thématique d'investissement aussi? Non, ça dépend des pays et des zones. Sur les États-Unis, je pense qu'à 3,50, c'est plutôt un buy sur du Govies long aux États-Unis, pour à la fois pouvoir se reprotéger contre le risque de ralentissement, alors que jusqu'à présent, on a eu des baisses des actions en même temps que la baisse des obliges. Donc c'était très très frustrant. Aux États-Unis, maintenant, on commence à avoir une alternative. On ne l'a pas encore sur le monétaire. Encore, je parle de taux nominal, pas de réel, parce qu'avec l'inflation, ça reste quand même très, très négatif. Mais donc, dans une stratégie de portefeuille, sur la partie américaine, c'est ce que font en tout cas les États-Unis, les investisseurs américains. C'est clair qu'ils reviennent sur des obligations. Sur l'Europe, c'est un petit peu plus compliqué parce que d'une part, il y a tous les risques inhérents à l'Europe qu'on a vu tout à l'heure, et puis on a des taux qui restent encore relativement bas. Et donc, même si jusqu'à présent l'Europe était un peu protégée parce qu'elle avait une inflation structurelle qui était plus faible qu'aux États-Unis, de même qu'elle avait une croissance structurellement plus faible, l'évolution de l'inflation fait qu'on ne sait pas encore très bien où la Banque Centrale Européenne va s'arrêter. On commence à dessiner les contours de ce que ferait la Fed dans la deuxième partie de l'année. Sur la BCE, il y a ce qu'elle nous a dit, 25, plus 25, peut-être 75 sur l'année, voire un petit peu plus, mais les taux longs, est-ce que les taux allemands vont s'arrêter à 2 ou est-ce que ça ne va pas déraper plus loin? C'est un petit peu compliqué. Donc je ne suis pas encore acheteur, moi, de Govies en Europe. Et sur les Govies périphériques, est-ce que le risque de non-fragmentation est bien intégré dans les spreads?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est comme le crédit. Aujourd'hui, il faut encore faire attention au crédit parce que les risques liés à la croissance, à l'activité, donc le risque de signature et de défaut, fait que le crédit est probablement encore n'a peut-être pas suffisamment baissé ou n'est pas encore suffisamment attractif pour revenir là-dessus. Pierre Bismuth, même question rapidement. Qu'est-ce que vous regardez vous actuellement? Donc on a évoqué effectivement les marchés actions, les small et mid cap ou effectivement l'obligataire. Qu'est-ce que vous regardez vous? Alors nous, on commence vraiment à regarder le haut rendement américain. D'accord. Puisque là, les taux de rendement sont aux alentours de 7-8 pour des signatures sous catégorie investissement, donc plutôt double B. Donc on pense que une fois, le marché de crédit est généralement en avance des actions et que avec un coupon intégré de 8%, en tout cas si on a pris toute la baisse des govies, des obligations gouvernementales, il nous semble que l'arbitrage sur des choses risquées mais pas trop permettrait de pouvoir reprendre l'ascenseur quand le pire des marchés sera passé. Rapidement, oui. Il y a une chose dont on n'a pas parlé sur le pricing justement du crédit, c'est l'impact de la réduction des liquidités qui va continuer de la part des banques centrales. Et donc effectivement, il y a l'aspect taux, niveau des taux de la Fed ou de la BCE, mais il y a aussi l'impact des moindres liquidités. C'est ça qui nous rend encore un petit peu réticents. Je ne sais pas si les spreads, même sur le high yield américain, sont déjà suffisamment... Après, c'est du stock picking. Et puis c'est très très liquide, beaucoup plus liquide que... C'est toujours le marché. Nous, on est très fan des États-Unis comme d'habitude. Moins de la Chine. Merci beaucoup, messieurs. Merci Vincent Genzi, directeur de la stratégie d'investissement de Cholet Dupont Oudart. Merci Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions de Myria AM. Et merci Louis Defels, directeur général responsable de la gestion collective chez Gay-Lussac Gestion. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et on se retrouve tout de suite dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse.